écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Salut Joël. Salut Julien. Ça va? Ça va toi? Ah ouais. As-tu passé une belle semaine? Ouais, j'ai passé une super semaine. Occupé. Yes, qu'est-ce que t'as fait? J'ai préparé mes créations pour les 2 épisodes de ce mois-ci où j'ai des créations livrées. Mhm. Ouais, j'ai écouté Aladdin. Oh, Aladdin, la version... laquelle des versions? J'ai écouté les deux. J'ai écouté Aladdin en version animée 1992 puis la version en vrai. Fait que t'as pas écouté ma version que j'aime. C'est quoi ta version que t'aimes? Okay, pour les gens qui écoutent et qui ne peuvent pas regarder, Joël a un chandail de Popeye. Et je suis supposé comprendre que la version préférée d'Aladdin de Joël, c'est Popeye. Oui, il y avait une version de Popeye. Tu sais, je t'ai déjà parlé de ça. Non, c'est pas j'avais parlé de ça. Et oui, une version d'Aladdin de Popeye, je pense, produite par Warner Bros. Des années 70, avec des couleurs toutes délavées. C'est traduit en franco-ontarien. Puis c'est Popeye qui joue Aladdin, Olive qui joue Jasmine, puis Brutus qui joue Jafar. OK, oui. Tu m'en avais déjà parlé, mais tu m'avais pas dit que c'était traduit en franco-ontarien. Oh non, c'est bon. Ah ouais? Ouais, Ils font-tu un nouveau monde? Puis... non, il n'y a pas de chansons. Mais il y a des chansons, mais c'est pas les mêmes chansons. Puis je pense que la prémisse, c'est une mise en abîme. En plus, c'est Olive qui travaille au studio de Warner's. Puis elle est scénariste. Puis elle se fait donner le contrat de refaire une version d'Aladdin, puis elle s'imagine, elle, dans son fantasme de jeune fille, se faire sauver par Aladdin, puis... Je refuse. C'est Olive la scénariste. Non. L'histoire d'Aladdin. C'est pas ça l'histoire, pour vrai. Oui, c'est ridicule. J'aimerais ça retrouver du footage. Je sais, faut que je te montre ça. Je pense qu'il faut que je le mette sur notre Instagram ou quelque chose. C'est tellement intéressant. C'est un fever dream, là. Ben oui. Ouais. Ben, ça m'intéresse, mais non. Fait que c'était ça ma semaine. Moi, j'aurais pu rajouter la 3e version d'Aladdin bizarre, mais je l'ai pas faite. Je te le conseille. Peut-être pour la semaine prochaine, il faudrait que tu le regardes. OK. Mais la version originale, t'as-tu aimé? C'est aussi bon que dans tes souvenirs? En fait, oui, meilleur, parce que maintenant que j'ai tout ce bagage-là avec moi de fantaisie et de science-fiction et de jeux de rôle, j'ai vraiment pu geeker sur tous les objets magiques que possède Jafar. Le fait que Jafar, c'est un magicien. Lui, il est un sorcier dans le film, là, mais... Puis, ouais, il y a vraiment du gros stock de Donjons Dragons. Fait que tu leur as fait des fiches à tous les artefacts, toutes les... Ouais, puis l'aventure dans la caverne des merveilles, je trouve que c'est un bon... C'est sûr qu'il existe un module de jeu de rôle d'Aladdin. Sûrement, ouais. C'est sûr ça existe. Ouais. OK. Ouais, dans la caverne des merveilles. Le tapis magique aussi, je trouve que c'est très hot. C'est comme un personnage transport. Ouais. Personnage véhicule. Ouais. Qui se comporte un peu comme un chien, là, au début, là. Mm-hmm. Ouais. Non, ça fait penser à Bumbo, dans le fond. Hein? C'est le même genre de personnage véhicule. C'est un Bumbo muet. Mm-hmm. Ouais. Hey, je voulais, avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui officiellement, je voulais encore faire un shout-out à Démiurge sur le Discord de Comme du Monde. Alors, on a eu l'apparition d'une nouvelle personne récemment. Le temps passe vite, puis là, cet épisode-là va jouer dans le futur. Là, fait que peut-être pas si récemment que ça, mais oui, une nouvelle personne qui nous suit et qui nous partage sa démiurgie. Fait que ça nous a imposé aussi de faire une espèce de volet dans le Discord là, pour ouvrir des espaces de discussion, pour partager là, vos trucs que vous inventez pour vos mondes. Absolument. Julien, tu veux que je la présente? Ben oui, vas-y. C'est tout en toi qui fait les présentations. Ouais, mais invités, son nom d'utilisateur, c'est Van Jem Jem. Je ne sais pas si c'est son vrai nom dans la vie courante. Là. Sûrement, ça a l'air d'un prénom normal. Oui, il n'y a aucun problème avec Van Jem Jem. Puis, encore une rôliste. Fait qu'on est beaucoup de ma gang, pas beaucoup de la tienne. C'est à croire qu'il y a plus de rôlistes que d'auteurs. Je sais pas si c'est vrai. Je pense qu'il y a juste plus de rôlistes que d'auteurs qui nous suivent. OK. C'est tout. Je sais pas, il y a bien des gens qui écrivent seuls dans leur salon puis qui le disent pas à personne. Puis personne ne fait ça avec les jeux de rôle. Hein. Fait que je trouve ça cool parce qu'elle a partagé une carte de son monde. Oui. Puis cette carte-là, c'est ça. Fait qu'une des choses dès le départ, on a tout trouvé intéressant, je pense que les gens qui ont réagi aussi à son post, c'est que son monde, la forme des continents est basée sur une idée
qu'elle a eues en suivant notre monde réel, les choses naturelles du monde. Fait que je pense que c'est un peu un input qu'on peut avoir, là, dire quand est-ce que, si, mettons, j'essaie d'inventer quelque chose pour mon univers, puis je sais pas trop comment le faire, je sais pas trop. Fait que quelque chose comme la cartographie, on peut partir d'à peu près n'importe où, prendre un crayon puis l'amener n'importe où sur la feuille. Mais si tu crées de cette façon-là, un peu perdu, c'est le fun d'avoir un guide, puis elle s'est donné un guide quand même assez clair. Ouais, vas-y. Ben, elle a regardé une pyrite de fer. Ben, veux-tu en parler plus? Parce que c'est plus toi qui avais réagi à ça. Moi, j'ai l'image devant moi. Oui, ben, de ce que je comprends, c'est qu'elle avait en main un morceau d'or des fous, là, la pyrite. Puis la forme de ce caillou-là l'a inspiré. Elle a juste tracé la silhouette, on dirait, de cette pyrite-là. Puis peut-être même les petites veines dorées du minerai, ben, j'imagine, a servi pour les détails sur le continent, fait que les rivières. Oui, ça, les rivières du continent qu'elle a tracé semblent être comme des filons. Ben, rivière, ça a plus l'air d'un détroit, là. En tout cas. Oui, pas pour s'enferger dans les fleurs du détroit, mais ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que super idée. J'avais jamais vraiment réfléchi à ça avant. Des fois, l'inspiration peut venir comme d'une source externe, puis de tracer la forme d'un continent au complet en se basant sur un objet qui tient dans la main. Ouais, je trouve que ça donne un super beau résultat. La carte est belle, les côtes, les lignes des côtes sont définies. Moi, j'y crois. Là. Je trouve que ça fait un super beau continent. Et je lui avais posé la question, est-ce que l'inspiration de la pyrite de fer fait autre chose que seulement la silhouette, la forme du continent? Et apparemment que c'est une thématique qui est bien vivante dans son univers imaginaire, là, le concept d'un minerai qui ressemble à quelque chose de précieux, mais qui en fait n'a aucune valeur. Là. Ouais, mais je pense que c'est un thème que tu peux facilement utiliser dans une œuvre narrative ou de quelque forme que ce soit. L'espèce de... Le mensonge, ça a l'air de ça, mais c'est pas ça. Ouais, la façade. Ouais. Fait que la pyrite de fer, c'est quand même plus qu'un simple minerai, là. C'est un minerai qui te ment en pleine face. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Puis je pense que Van Gengem nous communiquait ça, que ça a été une inspiration qui va au-delà de juste tracer des lignes puis faire la forme d'une roche, mais plutôt toute la narrativité que ça l'inspire tourne autour du mensonge, de la façade, de l'art des fous. Quoi. Mais aussi, il y a une ville qui semble être importante là, qui s'appelle Pyrite. Fait que l'inspiration aussi du nom du matériel de base là, finit par être écrit sur la carte. Mais je trouve que les noms sont évocateurs aussi. Là, pour parler un peu plus de la carte, il y a des points spécifiques sur la carte qui sont identifiés. Exemple, il y en a un qui s'appelle Camp 9, Neuf. Oui. Fait qu'est-ce qu'il est nouveau ou est-ce que c'est le 9e d'une série de camps? Il n'y en a définitivement pas 9 décrits sur la carte. Fait que ça... Qu'est-ce qui est arrivé au 8 autres? Exactement. Déjà là, tu as du matériel pour des histoires. Ou encore, si ça veut dire que c'est nouveau, y a-tu un côté un peu, genre le dernier point de la frontière, frontier, un peu, genre, ça ira pas plus loin, puis plus loin, il n'y a rien d'autre. On arrive proche du bord de la map, fait que c'est-tu juste vraiment qu'il n'y a rien à l'est de ça, ou c'est que les choses sont bloquées à ce niveau-là parce qu'il y a bien des montagnes? Je sais pas. C'est sûr que regarder une map comme ça inspire beaucoup, là. Tout le temps, là, je regarde une map, je fais comme, ça pourrait être ça ou ça qui se passe là. Mais il y a des bons noms de lieux, là. Joie demi, c'est vraiment bon. Belle sur Ray. Moi, j'aime Bec au bain. Oui. Qui me sonne comme vraiment un village du sud de la France. Ouais. Ça devrait être Bec-les-Bains. Bec-les-Bains, ouais. Belle sur Ray, j'en reviendrai pas. Là. Ben, il y a aussi juste un village ou une ville, un point sur la carte qui s'appelle Tarasque. Fait que, tu sais, pour n'importe qui joue à un jeu de rôle, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a eu une Tarasque? Est-ce qu'il y a une Tarasque? Est-ce que c'est une place où il y a des Tarasques? J'espère que non, parce que ça semble être une des 2 seules façons de traverser de l'autre côté du continent. Ouais, juste à côté du pont. Hein? Si j'ai le choix de traverser à Tarasque ou traverser à Janson, je vais traverser à Janson. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que son univers, oui, je suis d'accord avec toi. Son univers s'appelle Béos. Ouais. Et puis, je sais pas, comme la dernière fois quand on avait parlé un peu de l'œuvre de Ruine Babine, à quel point on peut divulguer et tout, mais elle avait pas mis de spoiler blocker ou rien. Là, fait que je pense
que c'est pas grave si on en parle un peu. Mais oui, je pense que le point qui est intéressant pour moi, c'est de dire, quand tu crées ton monde secondaire, si tu pars avec un thème, une thématique, une chose, là, Van Jemgen nous offre une démiurgie qui percole dans tous les sens. Son thème de l'Or des Fous est partout. Il est dans l'histoire, il est dans la carte, il est dans le monde. Puis comme tu dis, il y a une ville qui s'appelle Pyrrhite. Fait que c'est dans le dit. Ouais. Il parle de Pyrrhite de fer quelque part dans ce monde-là, clairement, parce que la ville s'appelle de même. Fait que moi, je trouve ça très intriguant. Ça m'évoque beaucoup de choses. OK, on va être dans ça. Ça va être dans tous les niveaux de l'expérience. Je vais vivre l'espèce d'idée de la façade, puis de la découverte, puis le minerai qui me met en pleine face. Mais je sais pas, c'est peut-être pas ça du tout qu'elle nous offre. Faudrait jouer. Ça a l'air que Jacques Cartier a déjà ramené de la pyrrhite de l'Amérique, là, en pensant que c'était de l'or. Il a ramené ça en France? Oui. À François Ier. Écoute, c'est Charles Beauchesne qui le dit dans son podcast. Ça doit être vrai. Moi, tout ce qui se dit dans un podcast, je considère que c'est vrai. Apparemment qu'il aurait eu l'air fou. Aujourd'hui, on parle de quoi? Oui, ben si tu viens de te joindre à nous, t'écoutes comme du monde sur les ondes de choc.ca. Et avec Joël Martin et Julien Lefort, on va parler du jeu de société Scythe. Oui. Donc, il y a des gens qui sont mieux qualifiés que nous pour parler de jeux de société. Ouais. On va faire notre critique. Je pense que j'ai des choses à dire sur Scythe en tant que jeu de société. Puis peut-être toi aussi. Mais ouais, on est surtout là pour parler de l'univers qui est inventé dans ce jeu-là. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas Scythe, on va faire une courte présentation. C'est quoi Scythe? J'ai le texte de présentation qui est dans les livres du règle. Wow! Dans les livres du règle. Les livres du règle. Eh bien là, si tu as le texte des livres du règle, Julien, lis-le. Oui, le livre de règle. OK. En ces années 1920, les cendres de la Première Guerre mondiale noircissent encore les neiges d'Europe. La grande cité-État capitaliste communément appelée l'usine, qui produisait des mecs lourdement blindés durant la guerre, est désormais désaffectée et attire l'attention des nations environnantes. 5 héros convergent à la tête de leurs factions respectives vers ce territoire tant convoité, lequel finira couvert d'or et de gloire en étendant le pouvoir de sa nation sur toute l'Europe de l'Est. OK. Lequel? Oui, mon mec à moi. C'est ton mec à toi? Oui. Il te parle de quoi? Il me parle d'aventure. Ah ben, on va vivre une aventure dans Scythe ensemble, si tu veux. Oui. Ouais. Fait que, évidemment, nous, on cherche est-ce que ça se fait efficacement de la démiurgie à travers le jeu de société? Tu t'en allais décrire Scythe un peu? Ben, en fait, tu viens de nous donner une description officielle. Moi, quand je pense à cet univers-là, on dirait que c'est pour moi l'exemple parfait du rétrofuturisme. Oui, ben oui. De cette idée-là. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est campé dans une époque qui n'est pas surjouée non plus. Le rétrofuturisme post-première... de l'entre-deux-guerres avec des mech warriors. J'ai pas vu ça 1000 fois. Puis aussi, c'est campé dans l'Europe, mais même quasiment, le fil est vraiment plus Europe de l'Est. Stalinienne, soviétique, c'est plus là, puis dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, que c'est Europe méditerranéenne du tout, là, tu sais. Fait qu'on est là, puis les factions nous sont présentées, puis on dirait que c'est beaucoup dans... Il va falloir qu'on en parle là, en détail, mais on dirait que c'est beaucoup dans l'illustration. En fait, c'est le premier point que je voulais qu'on aborde. C'est presque 99% de la démiurgie se passe seulement par des images. Ben, c'est parce qu'il y a beau avoir du texte. Dans une partie, le texte, on le skip, là, à moins que c'est des éléments mécaniques. On passe par-dessus assez vite. Là. Oui, puis d'expérience, peu importe le jeu, à partir du moment où il y a du lore à lire, souvent, même si on le lit, on s'en rappelle pas 2 games après. Puis en choisissant Scythe, on a fait un peu exprès de ne pas prendre un jeu qui était narratif ou qui avait comme un livre qui raconte une histoire avec. Ouais. Là, le paragraphe que je viens de lire, c'est la seule mise en scène qui existe. Oui, dans un gros livre de règles qui a beaucoup d'autres informations. Exactement. Fait que les illustrations sont faites par Jacob Rosalski. Oui. Puis sont vraiment, vraiment évocatrices. Là, c'est
des genres de champs. On est surtout dans c'est ça, les gens, le monde agricole un petit peu, là. Puis on domine ces images-là par des robots géants vraiment immenses qui ont l'air de fonctionner comme au charbon, qui ont l'air d'être fabriqués avec des morceaux de tanks, de navires, de c'est vraiment machines cool agricoles. comme esthétique. C'est vraiment une esthétique qui est, je dirais pas unique. On dirait que peut-être ça se fait ailleurs. Ça se fait facilement, on dirait. Là. C'est comme, c'est pas... Il n'a pas été cherché à l'autre bout du monde pour trouver son idée, là. Mais son idée est cool, puis elle est bien rendue. Puis on sent que c'est comme il y a comme une oppression. C'est opprimant, comme... l'atmosphère est lourde de cendres de la guerre qui vient de se terminer, puis de neige. Puis on est vraiment dans ça. C'est il y a agricole, industriel, charbon, gros métal. Il y a toujours comme du brouillard un peu, là, qui cache un peu ces genres de colosses de fer-là. Puis ces illustrations-là sont sur les cartes de faction que chaque joueur sont partout, contrôle. Ils sont partout dans le jeu. Dans tous les niveaux du jeu, il y a des illustrations qui communiquent cette atmosphère-là. Je pense que la seule chose qui n'a pas une illustration comme ça, c'est la carte en tant que telle sur laquelle on joue, là, qui est quand même assez évocatrice, puis il y a plein de petits détails cachés. Mais je pense qu'au niveau de l'illustration, c'est la seule affaire où on ne voit pas vraiment l'œuvre de Jacob. Je pense que c'est Yacoub. Yacoub. C'est pour ça que je te le montrais sur mon téléphone. Les gens qui ne voient pas, j'étais comme, il va me dire comment le prononcer, mais c'est difficile. Yacoub Rosalski, il faut savoir que le jeu, c'est un jeu de Jamie Stegmaier. Fait que, mettons, il faut présenter le jeu. Fait que Jamie Stegmaier, qui est très connu dans le monde du jeu de société, c'est un créateur, un designer, un concepteur de jeu. Mais j'ai remarqué que c'est pas juste le artwork, c'est pas juste l'art qui est de Yacoub Rosalski, c'est la démiurgie est de Yacoub Rosalski. Il est world builder et artist. Fait que dans le sens que Scythe, c'est un ensemble de mécaniques, puis c'est lui qui est venu mettre toute l'enveloppe. Oui, ils ont travaillé ensemble. Il y en a un qui a amené les mécaniques puis le côté jeu de société, puis l'autre a travaillé l'esthétique puis l'univers dans lequel ça se passe. Fait que je pense qu'aujourd'hui, on va être là surtout pour discuter de l'œuvre de Yacoub Rosalski plus que du côté de Jamie Stegmaier. Par contre, ceci étant un jeu, les deux doivent aller main dans la main. Fait que ça fait partie de la game. C'est une des critiques qu'on peut avoir sur n'importe quel jeu, c'est « Ah cool, tu nous as livré un très bel univers. Les mécaniques sont vraiment le fun, mais les deux vont pas ensemble. » Ça arrive, ça, parfois. Là. C'est pas, l'un ne fait pas vivre l'autre comme du monde. T'sais. OK. Ben, dans le fond, dans Scythe, l'objectif du joueur, c'est de gagner en amassant le plus d'argent possible. Comment on amasse l'argent? C'est en contrôlant un petit peu ton économie puis ton moteur industriel de ta faction en exploitant les ressources du territoire, en contrôlant le territoire, soit par la simple présence de tes unités ou par le combat contre d'autres joueurs, d'autres factions. Puis en utilisant ces ressources-là pour faire une panoplie d'actions qui permettent de construire des bâtiments, construire des nouveaux robots, engager des paysans, puis d'autres actions plus abstraites là, qui constituent à comme augmenter ta force, augmenter ta popularité. On y reviendra tantôt aux mécaniques. Les joueurs vont tour à tour choisir quelle action ils font, puis c'est un jeu qu'on dit de engine building. On va comme améliorer de tour en tour l'efficacité de notre moteur, de notre mécanique de jeu pour être capable de profiter le plus possible de nos ressources puis de faire le plus de points à chaque tour. C'est ça, en se plaçant de façon stratégique. Tout le monde a une espèce de palette d'actions disponibles. Cette palette-là est beaucoup moins intéressante tour 1 que tour 12. C'est de même que le jeu se passe. Où on développe nos actions pour qu'elles soient de plus en plus performantes. Puis moi, quand j'ai décidé d'axer sur tel aspect, ben ça me fait évoluer ça plus vite. L'autre à côté de moi a décidé d'axer sur autre chose. Fait qu'on peut jouer nos forces en fonction de nos voisins. Il y a même des actions qui améliorent ma capacité à bénéficier de ce que le voisin fait. Fait que tu regardes c'est qui est autour de toi. Et l'espèce de player mat, là, la palette d'actions que moi j'ai, elle est asymétrique. Fait que c'est un jeu avec de la symétrie où c'est pas tout le monde qui a le même board personnel de départ. Chacun a son board personnel différent. Et puis, ils sont tous les mêmes actions, mais pas toutes dans le même ordre. Pas toutes au même coût, puis pas toutes au même bénéfice non plus. Vrai.
Fait qu'à chaque fois, le jeu, c'est de regarder qu'est-ce que tu as comme actions qui sont payantes, puis qu'est-ce que ça prend comme ressources, puis où est-ce que tu vas pouvoir te positionner sur la carte pour faire ça. Évidemment, dans le petit texte d'introduction que j'ai lu, on a l'air de mettre l'accent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'usine, qu'eux décrivent comme cette cité-État capitaliste. Ben, l'usine, en fait, c'est juste une tuile qui, à la fin, va donner plus de points si tu la contrôles. Puis elle te permet d'avoir une technologie unique qui va rajouter une action sur ton tableau. Ouais. C'est un peu bizarre qu'ils le mettent avec autant d'emphase dans le texte introductif parce que dans une game, l'usine, c'est comme un peu le Joker. Ouais. C'est pas le centre de ton expérience de jeu. C'est juste un beau bonus. C'est même un peu un leurre, dépendamment de la partie. Là. Ouais, tu peux aller trop pour l'usine pour rien. Puis... Ouais, c'est pas parce que tu as été le premier à aller à l'usine que c'est toi qui vas gagner. C'est pas parce que. Nous, c'est sûr qu'on a une partie qu'on a jouée ensemble en préparation qui est un peu biaisée parce qu'on avait une condition de fin de partie. Ben, on a joué à 7 la semaine passée. C'est ça. Ensemble. Et on a joué avec une extension présente où on avait des vaisseaux aériens. Ouais. Et à cause de cette expansion-là, l'usine avait pris plus d'importance. Oui. Il y avait une condition de fin de partie additionnelle qui faisait que là, tout d'un coup, l'usine est importante, mais dans une partie sans extension, c'est un peu... au niveau de la saveur du jeu, du flavor, là, évidemment, dans le texte, on fait comme si c'était la grosse affaire. Toutes les factions veulent aller contrôler l'usine. En vrai, dans le jeu, pas tant que ça. Mm-hmm. Mais j'ai quand même, moi, je me suis quand même senti comme aux commandes du moteur agroéconomique, militaire. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là en jouant. De vraiment être... C'est ça. Mais c'est bête. Ça te fait sentir comme un dictateur. Un petit peu, ouais. Comme vraiment, tu feels que tu es en train de gérer les troupes, mais aussi gérer ta popularité au sein de ton culte de la personnalité à ta population qui est dans les champs. Ouais. Tu as tout cet aspect-là. Je trouve que c'est bien rendu. Ça me met dans une position, c'est une drôle de position où être, là, de sentir qu'on est cette personne-là dans la hiérarchie. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'amène dans cet univers-là de me sentir comme ça parce que je me sentirais pas comme ça dans notre monde moderne. Tu sais. La tension un peu d'une guerre froide aussi ou de l'après-guerre. Il y a vraiment moins d'affrontements que les illustrations le laissent. Ah oui, c'est pas un jeu de bataille. C'est un jeu de contrôle de territoire puis de, comme tu dis, de construction d'engins. Et de temps en temps, tu te ramasses dans une situation où un conflit armé est nécessaire. Ouais. Et ça met... Il y a un système pour faire un combat dans ce jeu-là. Ce système-là est comme très pauvre en... je sais pas comment dire. Quand tu arrives pour te battre, tu te rends compte, ouf, j'ai pas beaucoup de ressources. Mais tout le monde, ton ennemi aussi, il fait comme, ouf, j'ai pas beaucoup de ressources. Fait que c'est pas fait pour se battre tout le temps. Non, puis aussi, l'issue du combat peut être assez facile à déterminer avant le combat. Là. Mm-hmm. Tu peux te positionner pour attaquer à un moment où tu as une garantie de victoire. Il y a comme une mécanique peut-être là, de vol de cartes qui fait que, bon, si tu te fais voler ta bonne carte là, pour te battre, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais il y a juste une faction qui a cette habileté-là, puis elle l'a pas tout le temps. Puis sinon, là, habituellement, en tout cas, moi, dans ma partie, la partie que j'ai jouée avec toi, là, dans ma stratégie, les fois que j'ai attaqué, je savais que j'allais gagner. Moi, je me suis retrouvé dans le plus de combats en toute la tablée, là, puis j'ai jamais voulu me battre. Je me suis fait attaquer à 2 reprises par un certain, en tout cas, appelons-le Pierre-Marc, là. puis à 1 reprise par toi. Et à chaque fois, mon questionnement personnel, puis moi, je jouais une game qui était vraiment pas axée sur le pouvoir militaire. J'avais décidé ça. Ah non, ça, je mets ça de côté. Mm-hmm. Mais je me suis toujours fait attaquer. Fait que j'avais toujours le choix entre est-ce que je mets tout ce que j'ai puis je rafle la victoire peut-être avec un peu de chance de mon côté. Tu sais, mettons, on finit à 50-50. Lui, il a mis un peu de ses forces. Moi, j'ai mis toutes mes forces. Mais... Ou est-ce que je bluffe un peu puis finalement, je me bats pas puis je fais juste replier puis tu sais, je perds pas gros. Avec toi, mais ça, avec toi, quand on est arrivé à la fin, j'avais aucune chance de victoire. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Ben ça, c'est le style de jeu. Là. Moi, je tombe en bas de ma chaise quand tu as gagné un combat justement contre Pierre-Marc parce que... Bon, t'as dit son nom. Pour moi, tu l'as dit tantôt. J'ai dit, appelons-le Pierre-Marc. Mais moi, je rebondis sur ce que tu as dit. Parfait. On est toujours dans le nom fictif. D'abord, c'est toujours pas son nom. Appelons-le Pierre-Marc. Appelons-le Pierre-Marc. Cet élément-là de gamble,
moi, je ne l'ai pas dans mes parties parce que quand j'attaque, je suis comme, yeah, je mets la gomme, j'ai besoin de cette étoile-là, j'ai besoin de cette victoire-là. Mais Pierre-Marc, il a évalué un comme risque-récompense. Ouais. Ça m'a vraiment étonné. Puis, tu sais, tu as fini par gagner ce combat-là. Puis, lui aussi, il était étonné. Il était comment, d'après moi, lui, en ce moment, dans sa game, il est à un point où il ne mettra pas la gomme sur le combat pour réduire ses pertes. Ouais. Puis, j'ai fait un peu le wild card. Là. J'ai fait, OK, j'y mets tout parce qu'il y a une chose que je vais récolter de cette victoire-là qui est carrément une étoile de victoire. Ouais. Puis, je dis, ben, comme je compte pas m'investir dans le militaire de toute la game, c'est ma seule chance de récolter. C'est en début de partie, quand que je me fais attaquer par un assaillant qui se croit... Qui est clairement un peu supérieur à moi, mais que je peux venir dégommer si je mets tout ce que j'ai. Ouais. Fait que j'ai joué cette espèce de truc-là. J'ai remporté ce combat-là. Faut dire que j'ai pas remporté la partie. Là. C'est qui a gagné déjà? On s'en rappelle plus. Mais c'est pas moi. C'est moi. Félicitations, Julien. T'as gagné notre partie. Je voulais pas le dire. Non, t'as gagné de loin. Les 3 autres joueurs, on était très proches de niveau. Les uns des autres. Ouais. Puis toi, t'avais une belle avancée là, à la toute fin, dans le fond. J'ai fait une belle partie. T'avais tout ramassé à la fin. Mais c'est un jeu, c'est une course aussi un peu, là, parce que le joueur, habituellement qui s'en sort bien, va pouvoir mettre fin à la partie en atteignant ses objectifs avant les autres. Puis ça fait juste couper la partie. C'est terminé. Le joueur a ramassé 6 étoiles, on compte les points. Fait que je sais que ça peut être frustrant de temps en temps d'avoir une partie qui est... Mais ça ajoute un petit peu à la tension. Quand je te parlais de guerre froide tantôt, à la fin de la partie, là, quand on sent que ça approche, il y a un petit stress. C'est là que certains joueurs vont aller chercher leur dernier point en faisant un combat. Tu veux pas perdre tes ressources. Moi, dans ce genre de jeu-là, puis principalement Scythe, c'est pas ma première game de Scythe. Ça faisait des années que j'avais pas joué, mais j'avais déjà joué. Mais j'ai toujours ce feeling-là qu'on arrive... Coudon, c'est-tu moi ou j'étais à 2-3 tours de la fin, peut-être même 1 tour de la fin. J'ai l'impression qu'on vient juste de commencer, puis je viens juste de commencer à avoir un engin qui me plaît. Puis je pense que c'est un bon coup de design. Là. Puis ça, c'est plus du côté à Jamie Stegmaier qu'à Jakub Brosadski, mais de faire ça, c'est le moment où tu veux que les parties se terminent pour laisser les joueurs sur leur fin. Fait que moi, je suis tout le temps laissé sur ma fin. Mais c'est un peu... je suis sur le bord d'être full bon puis performant dans mes affaires, mais non, Julien, il fait le move qui fait que la game se termine. Moi, pour être honnête, je pense que c'est un défaut. J'aimerais ça que tu arrêtes d'être honnête. Parce que c'est une qualité. Non, mais je comprends comment tu peux expliquer cette mécanique-là puis qu'est-ce que ça a comme effet. Mais d'un point de vue jeu de société balancé et expérience égale pour tous, moi, quand je mets fin à la partie... J'ai fait ce que j'avais à faire dans le jeu. Toutes les cartes de ton bord. J'ai tout fait. Je suis comme, OK, ben, j'ai réussi à tout faire dans ma game et voilà, la partie est terminée. Mais la personne qui est comme 4 objectifs en arrière, elle n'a pas joué le jeu. Non, c'est ça. Puis on peut défendre que c'est égalitaire parce que tout le monde peut être la personne qui termine la partie. Mm-hmm. C'est pas comme si tu avais... Mais en même temps, non. Parce que c'est pas tout le monde qui a vécu la même game. On a eu des mauvais coups. Hein. Bon, on pourrait défendre que ça représente bien la vraie vie et que les pouvoirs socio-économiques de l'Europe de l'entre-deux-guerres étaient... Mais c'est pas pour ça que les gens jouent à des jeux. Exactement. C'est aussi pas quelque chose à aller chercher puis que tu veux faire vivre à tes joueurs. Mm-hmm. Tu sais, le manque complet d'égalité dans la vraie vie, là, jouons-le à soir. Tu sais, c'est juste déprimant. Mais non, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est pas vrai qu'on était tous qu'on a tous les mêmes chances. Au fur et à mesure que la partie se joue, tu veux que tes joueurs qui prennent du retard soient capables de reprendre, qu'il y ait des options pour pouvoir revenir, qu'il y ait un feedback négatif qu'on appelle. Que ceux qui prennent du retard, je pense tout le temps à Mario Kart. Là. Ouais. Quand tu es 8e, tu as un éclair et une étoile. Fait que genre, tu veux donner ce genre de petit boost-là à tes joueurs qui ont pris du retard. Dans ce jeu-là, ça n'existe pas. Tu t'es construit un engin qui est dysfonctionnel. Ah oui, c'est vraiment ça. Puis tu sais, je pense que c'est surtout, est-ce que ça t'a donné la piqûre après ça pour rejouer malgré ta défaite? Ou est-ce que tu as comme fait, ben voyons, j'ai pas eu l'impression de jouer, puis tu sais, la partie a comme fini une demi-heure trop tôt, j'avais encore 6 tours, je jouerai plus, j'ai trouvé ça plate. Puis c'est souvent ça aussi dans ce jeu-là. Là. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que je planifiais mes 3 prochains tours. Là. Mm-hmm.
j'étais comme, ah oui, là, il faut que je fasse ça pour pouvoir faire ça, pour pouvoir faire ça. Fait que ça, c'est mes 3 prochains tours. Fait que là, moi, j'ai encore 20 minutes devant moi pour accomplir ce que je veux, mais c'est maintenant que tu viens de le finir. C'est ça. Pendant ce temps-là, moi, dans ma tête, je suis comme, moi, je finis ça dans 2 tours. Les autres tours sont 3, 4 tours encore en attente. Fait que ça peut être une mécanique qui est quand même frustrante. Puis la critique, même si tu n'en as pas vraiment fait une critique, mais tu l'as mentionné, c'est pas la première fois que je l'entends. Puis j'ai fait une partie avec mon groupe de jeux de rôle. Puis c'était un petit peu la même chose aussi. Ouais. Mais autrement, je pense que du point de vue mécanique, c'est main dans la main avec la démiurgie. Là. Puis nous, juste pour... c'est quoi le nom de l'extension qu'on a ajouté? Tu sais pas, hein? Oui, moi non plus. C'est The Wind's Gambit. OK, Wind's Gambit. Ouais. Fait que, juste dire, cette extension-là ne changeait pas beaucoup l'expérience. C'est pas une grosse extension qui vient briser la façon de jouer. Fait que je pense que c'est bien de le signifier. Si des gens veulent jouer à 7, l'expérience que vous allez avoir est exactement la même qu'on a eue. C'est juste qu'on avait des airships qui faisaient un petit peu quelque chose. Pas grand-chose. Ouais, en fait, ce que ça fait aussi, cool, c'est que ça rajoute la possibilité de jouer à 6 et à 7 joueurs. Ah, c'est ça. Dans le jeu de base, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Oui, puis ça va avec les factions. Peut-être qu'on peut parler un peu des factions pour rentrer dans le world building. Là. Il y a des factions qui ont été créées qui sont quand même cool, puis c'est supposé être évocateur de l'Europe de cette époque-là. Je pense que ça fonctionne. Europe du Nord, Europe de l'Est. Ils sont inspirés, calqués même sur des vrais... des nations européennes ou des acteurs de l'époque. Là. Fait que le nom des factions, c'est juste le nom de ton chef puis de son animal de compagnie ou son partner. C'est ça le nom de la faction? Il y a aussi le nom... Ah oui, il y a le nom de... Okay. Oui, il y a un nom qui est ajouté en dessous. Je pourrais te les trouver pendant que tu remplis du temps. Là. Je remplis du temps. Bon, fait que moi, ces temps-ci, ça va pas pire. Non. Effectivement, par contre, il y a le héros est mis en valeur. Là. Comme clairement, tu as un personnage qui est un héros, puis chacun des héros de chaque faction est accompagné de son compagnon animal, même s'ils font c'est la même figurine. Là. Il y a pas comme... T'as pas ton bonhomme puis le compagnon. Non, c'est une figurine avec un personnage puis un sidekick. Puis ces factions-là ont toutes une saveur un peu différente, mais je trouve que, tu sais, dans un monde où on est habitué au multivers, puis à tout revole partout, puis tout est inclus dans tout le temps, souvent on se perd dans les possibles. Et c'est bien quand tu as un truc avec, là, c'est quoi, 7 factions avec l'extension, mais 5 à la base, c'est tout ça. Mais les 7 factions semblent toutes faire partie vraiment du même spirit, sauf peut-être une que je trouve qui est plus déconnectée. Celle qui est le Japon. Le Japon, oui. J'ai pas il arrive un peu d'ailleurs, mais d'un autre côté, comme c'est tellement centré, ça a tellement un feel soviétique, je peux comprendre que le Japon soit là parce que Sibérie, Kamchatka, Japon. J'ai le nom des factions. Ah, c'est quoi? Vas-y. Fait que Polania. OK. Fait que la Pologne. La Pologne. Fait que pour chaque faction, tu as des mecs, des figurines de Mech Warrior qui sont différents. Tu as une petite plaque de jeu, là, une planche, carte. Une carte, avec aussi des habiletés particulières. Fait que ça fait partie du niveau de la symétrie. Au début de la partie, on le brasse puis on pige une faction au hasard. Ouais, chaque faction a un pouvoir comme applicable. Oui, puis il y a des couleurs, c'est codé par couleur, avec un espèce de symbole héraldique qui représente la faction. Tout ça, je trouve que c'est le flavor est là, ça marche au bout. Fait que la Pologne... Rosviet, qui est la Russie. Les Soviets, oui. Saxonie. Ouais. Eux, sont dans l'expansion. Non. Non? Non, Saxonie font partie du jeu de base. OK, c'est l'Allemagne. Oui. Excuse-moi, j'ai pensé anglo-saxon, puis je pensais que tu parlais de l'Angleterre, mais non. Crimée. La Crimée. Puis nordique. OK. Qui sont basés sur la Pologne, la Russie soviétique, l'Allemagne impériale, la Scandinavie et la Crimée. Là, j'ai le texte en anglais, là, mais le Khanate. Oui, mais la Crimée, c'est vraiment le Golden Horde. Ouais. T'es dans le leg des invasions mongoles dans le sud-est de l'Europe, au nord de la mer Caspienne. Tu sais, la Crimée avec Sébastopol. Puis bon. Fait que le jeu se cache pas de faire partie de notre univers à nous, puis que c'est l'Europe, puis que... Ouais, le seul changement qu'ils font, c'est dans le nom qu'ils donnent au truc. Mais dès que tu regardes l'image, tu comprends où est-ce que ça se place, puis c'est qui ces gens-là. Oui, absolument.
Après ça, avec l'extension qu'on a jouée, ben, il y a Albion, qui est comme l'Angleterre, puis t'as Togawa, qui est le Japon. Ouais. Tout un héros avec un animal qui les accompagne, qui ont tous chacun leur pouvoir asymétrique. Puis le artwork nous communique absolument tout. Mm-hmm. Moi, je trouve que si c'était, mettons, s'il avait fait un choix d'illustrateur différent, un style de dessin différent aussi, ça, c'est des peintures avec vraiment un... C'est des scènes de la vie de tous les jours, européennes, années 20, mais il y a toujours comme une menace en arrière-plan. Ouais. Ouais. T'as vraiment juste l'image sur la boîte. Tu sais, il y a un champ, ça semble être du blé ou en tout cas un champ de grains avec des gens en train de récolter à la mitaine. Ils n'ont pas de moissonneuse-batteuse. Ils ont des faux. Puis en deuxième plan, derrière, tu vois une cavalerie, quelques gens, des soldats clairement à cheval. Puis là, après ça, c'est le brouillard puis la forêt. Puis dans le brouillard, il y a des immenses robots qui sont omineux, là, qui dominent le visuel. Puis et là, la juxtaposition, tu sais, fait qu'il... Il y a un aura de mystère aussi entourant ces robots-là parce que... Tout le temps un brouillard. Ben, aussi parce que, bon, dans le texte, ils disent que c'est l'usine qui les fabrique. Ouais. Fait que l'usine en a fabriqué pour chaque faction. Là. C'est comme s'ils avaient profité finalement de la guerre pour promettre cette technologie-là à toutes les factions. Puis, on en trouve, il y a une mécanique qu'il faut absolument qu'on aborde là, aujourd'hui, c'est la mécanique des rencontres. À différents lieux sur la carte, quand on les visite avec notre héros, on pige une carte rencontre. Normalement, dans un jeu où on pigerait une carte rencontre, là, il y aurait une description, il y aurait un texte qui dit « bon, c'est ça qui se passe ». À la place de nous donner ça, on a une illustration. Puis dans les règles, ils nous disent « montrez les illustrations aux autres joueurs ». Ouais. Et lisez les options en caractère gras à voix haute. Ouais. Fait qu'en caractère gras, il y a plusieurs options. Tu peux sélectionner ce que tu veux. Puis juste à côté du caractère gras, tu as la mécanique qui vient avec, mais ça, tu le gardes pour toi. C'est comme soit tu gagnes tu gagnes 3 de popularité, puis tu donnes. Puis cette affaire-là, tu le divulgues pas. Mais les options, c'est la partie en gras, c'est la partie qui a la saveur, là, qui a le flavor text. Il y en a un qui me vient en tête, là, il y a des oies qui traversent la route, puis on voit comme une unité, là, un peloton qui passe là, puis là, tu as le choix de prendre une oie pour nourrir tes hommes, faire un commentaire à la fermière qui promène ses oies, ou demander à ce qu'on abatte toutes les oies pour faire un festin en ton honneur. Ouais. Puis là, chacun de ces trucs-là te donne des bénéfices différents. Souvent, la dernière option te demande de payer ta popularité parce que on s'entend que les gens, les paysans, là, ceux qui habitent là, sont fâchés souvent par la dernière option. Ta popularité descend. Et c'est là un peu qu'on a essayé, j'imagine, dans les règles de dumper, de laisser couler toute la démiurgie en mettant en situation... As-tu trouvé que ça marchait, toi, cette mécanique-là, pour te faire sentir comme si tu habitais ce monde-là? Le dessin sur la carte, il est évocateur en soi, mais la pratique de montrer sa carte à la table de jeu, qui est comme le truc qui est enraciné dans les règles pour qu'on puisse vivre la démiurgie. Uh-huh. Cette pratique-là, elle est clunky. Oui. Elle est comme, ben voyons, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Là, il montre la carte à tout le monde, mais ça va rien changer à notre vie de voir ce dessin-là pour gagner. Non. Puis là, moi, tous mes intérêts de joueur, c'est comment je fais pour gagner, comment je fais pour le battre. Puis là, il faut que je regarde une carte, puis que mon œil artistique évalue... Qu'est-ce que c'est? Des fois, c'est dur de comprendre exactement sur quoi on est supposé focusser parce qu'il y a des robots géants sur les cartes, mais non, l'objet de la carte, c'est loi. Fait que je trouve que c'est un peu raté parce que, c'est ça, parce que mon accession, on a parlé beaucoup de ça, là, de livraison narrative. Ouais. Mon accession à la démiurgie d'un jeu de société va toujours être un peu à l'encontre de ma volonté de vivre une partie où ce que je gagne, où ce que je suis capable de... Tu sais, on dirait que ça se bat. Le jeu n'est peut-être pas le médium où c'est le plus facile, même si dans tous les jeux modernes, il y a toujours beaucoup de
tout est basé sur la thématique. La thématique est toujours très présente. Puis ce jeu-là a une thématique que je trouve full hot, elle est bien rendue, le visuel marche, tout marche. Mais le simple fait que le médium, c'est le board game, puis que c'est un jeu aussi stratégique, cérébral, mécanique, ma tête va jamais là. Je suis jamais immergé. Il faudrait que j'aie un jeu purement narratif ou même un party game où on rentre puis on joue des personnages. Là, j'irais là. Mais en regardant la petite carte que mon adversaire est en train de faire passer à la table de jeu pour que tout le monde voit le message qui est écrit dessus puis l'image, c'est comme, je sais pas, je le vis pas. Puis à un moment donné, la carte, on la regarde plus. Là, après plusieurs parties, là, on était rendu que tu les connais. Puis même... On sait qu'il y a une option gratuite qui te donne des points, des sous, sont toutes mettons. Un peu sur le même modèle. Une option que tu as un léger coût à payer, puis tu as un bénéfice qui en vaut la peine, puis une option qui te coûte de la popularité et beaucoup de ressources, puis là, tu as un gros avantage. Fait que c'est tout le temps comme ce choix-là de 3 issues différentes. Fait qu'à un moment donné, on vient qu'on la lit plus vraiment puis qu'on la montre plus vraiment aux autres. Mais ça vient avec les cartes événements. À chaque fois que tu as des cartes événements dans un jeu, soit les événements sont brisés puis ils changent tout, puis là, c'est un jeu qui est super... c'est laissé au hasard. Ou soit les cartes événements, ben ils ont beau avoir une saveur différente puis une histoire différente à communiquer. La mécanique est, comme dans Scythe, toujours la même, fait que tu finis par t'en foutre. Le moment où j'ai vu ton héros aller chercher la petite pinouche puis prendre sa carte, moi, dans ma tête, j'ai déjà passé au prochain tour. Je suis comme, je m'en fous lequel des 3 il prend. C'est tout le temps du pareil au même. Ça va lui donner un petit bonus, tant mieux pour lui. J'ai raté ma chance. Fait qu'on est d'accord qu'il y a une certaine limite dans le jeu de société à communiquer, à livrer une démiurgie, là. Ouais. Parce que là, on a fait exprès, on le sait que ça existe des jeux legacy. On sait que ça existe des jeux qui ont beaucoup de narration dans le jeu. On a fait exprès pour prendre un jeu qui était comme, entre guillemets, purement mécanique. Ouais, puis même dans un jeu legacy, le but d'un jeu legacy, c'est de communiquer une narrativité puis d'avoir une immersion totale. Ouais. Puis j'en ai joué des jeux legacy, puis bien souvent, on tombe dans le mode mécanique, dans le mode... Surtout si on est tous ensemble à jouer un co-op, on est dans... OK, fait que si je fais ça à mon tour, toi, à ton tour, tu peux faire ça. Puis les conversations sont là-dessus. Ouais. Puis ils sont pas sur « Oh non, les zombies! » Tu sais, « Oh non, j'ai peur! C'est un zombie, j'ai peur! » Non, ça fait longtemps que tu n'as plus peur des zombies. Ça fait 12 games qu'il y en a à chaque coin de rue dans ce jeu-là. Fait que ça fait partie de la game. Tu sais, c'est plate, mais le jeu de société a comme ses limites en livraison démiurgique. Puis c'est pas les éléments démiurgiques, c'est le feel, le sentiment que j'irais chercher si j'écrivais une série télé ou si je joue avec mes joueurs dans un jeu de rôle. Puis là, je veux les faire filer comme ça, tu sais. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Mais sinon, bon jeu. Moi, j'ai eu du plaisir à planter tout le monde. Bon jeu, mais c'est vraiment un jeu que je respecte. Puis il y a aussi pas mal kickstarté, sans mauvais jeu de mots. Là, il a kickstarté l'ère de Stonemaier Game, tu sais. Ah oui, quand même, mais oui. Parce que Jamie Stegmaier a fait d'autres jeux après, puis il a sa propre compagnie, et cette compagnie-là... D'ailleurs, on a déjà joué ensemble à un Legacy fait... Charterstone. Oui, on gardera ça pour, je sais pas, notre épisode. Oui, ce serait une critique un peu plus véhémente. Oui, exact. Fait que Scythe 2016. Après moi, c'est encore facile à trouver. Oui, tout à fait. Puis moi, j'avais acheté My Little Scythe à mes neveux qui étaient des enfants, puis qui est une version jeu pour enfants, qui est cool. Fait qu'il y a plein d'extensions. Toi, tu as joué aussi Rise of Fenris? Oui, il y a une campagne qui est disponible. Dans le fond, c'est une séquence de 7 ou 8 parties, je ne suis pas certain, avec une partie un peu évolutive. Ils rajoutent des nouvelles règles à chaque fois. Puis il y a 2 nouvelles factions qui se joignent à l'aventure. Moi, j'ai trouvé ça super, surtout parce que j'ai pu incarner la faction de Rasputin. Oh! Puis j'avais des robots géants, genre 2 fois plus grands que les autres robots. Bon. Toujours meilleur que tout le monde, hein? Puis il y a une faction aussi, la fille de Tesla. OK. Fait que il y a comme 2 nouvelles factions qui narrativement donnent comme du gaz à l'histoire, mais aussi surtout permettent à 2 des 4 ou 5 joueurs d'être plus hot que les 2 ou 3 autres. Si c'est la fille de Tesla, t'es sûr qu'elle donne du gaz à l'histoire et non de l'électricité? Je pense que c'est le bon cue là, pour dire qu'on est rendu à ce que tu me lises une histoire. Je vais vous lire un livre. Je vais vous lire un texte. T'as pas le temps de me lire un livre, il faut que tu me lises un texte. À peine le temps de te lire un texte. On est serré dans le temps.
On se voit de l'autre côté. Ouais, on se voit de l'autre côté. Hey, merci pour cette critique. Juste dire, cette critique de Scythe. Le mois prochain, on va faire une critique d'autres choses. Puis on ne sait pas encore c'est quoi. Il va falloir se décider, mais ce ne sera pas un jeu de société. Ce ne sera pas un jeu de société. Missive du légionnaire A. En mon absolue humilité plébéienne puis en connaissance du risque de châtiment pour parjure, je présente cette supplique au tribun de la plèbe. Ha! Tribun! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pas juste parce que tu as l'honneur de recevoir une lettre du champion A lui-même, 52e incarnation du grand Fongus, mais aussi parce qu'au moment où tu lis ça, le bienveillant Empire Siev va avoir fini de reconquérir l'isthme de Haushial au grand complet. Loin de moi l'idée de shit-talker les messagers impériaux, mais mon escadron est juste trop redoutable. On va trop vite pour les nouvelles. Je sais bien que j'ai pas besoin de me présenter. Un plumé aussi haut placé que toi a certainement étudié mes hauts faits dans ses tombes. Mais oui, je suis bien celui que tu penses. Le Fongus. Héros millénaire aux volves séismifères, guerrier indomptable aux sports implacables, à hache redoutée de tous les frêles animortels, aux radicelles étendues d'un sol des plus silteux aux plus humifères, aux lamelles plus brunes que le ciel coulant, au sommeil démasqué. Puis oui, me suis enrôlé dans Heliargotas. Quand j'ai senti les troupes fouler le sol au nord de Heliruvus, j'ai fait comprendre à mes congénères que le serment du premier Fongus m'appelait à sauver l'Empire, encore une fois. Puis ils m'ont accompagné à l'orée pour la cérémonie d'adieu. Ah, ça pleurotait à chaudes larmes, mais je suis habitué. À chacune de mes vies, c'est la même affaire. Au campement, le régiment m'a accueilli en grande pompe. Ha! Il y a juste le centurion puis le légat qui ont raté ça. Là. Ils étaient bien enfermés dans leur tente à gribouiller sur des maps. Des pousseux de crayons, des couards qui connaissent probablement pas la joie de baigner dans le sang de leur ennemi. J'ai vu une plumée noire, avec une boucle de caporal, s'approcher pour me couvrir d'honneur, mais me suis faufilé entre les soldats jusqu'à m'infiltrer parmi les gueux puis les esclaves. Question de les inspirer au combat. Hey, peux-tu croire? Moi, le grand Fongus, un simple légionnaire de l'avant-garde. J'ai à peine revu la caporale depuis. Elle joue tout le temps à son jeu de piécettes avec d'autres officiers dans sa tente. On m'a refilé une tunique bleue et or, une paire de cnémides, un javelot puis un glaive. Puis des sandales qui, étonnamment, fitaient parfaitement sur mes volves. C'est là qu'ils m'ont pairé avec un petit gars, un fureton qui m'arrive même pas à l'anneau, mais qui en a dedans. Apparemment, c'est rien que les furets de bonne lignée qui se ramassent officiers. Le petit gars, il doit venir d'une méchante famille de pleutres pour s'être ramassé avec les hors castes. Il m'a mené à notre foyer, puis il m'a présenté mon escadron. Je vais pas niaiser, j'en ai pogné un straight dans l'épaule avec mon javelot. Le pauvre va même pas essayer de se tasser. Il s'est juste laissé pieuter avec la surprise dans les yeux. Allô, les réflexes de combattant? Anyway, après une petite échauffourée que j'ai remportée, même si j'étais tout seul contre la bonne, je leur ai laissé savoir qu'ils étaient toutes des mauviettes puis qu'ils allaient se faire trucider à la première bataille. Tu parles d'un escadron, une vingtaine d'animortels, toutes plus frêles puis plus demeurés les uns que les autres. Tu sais, du monde pas d'avenir. Ben, j'en ai fait ma mission personnelle. Transformer cette gang d'avortons-là en escadron de la mort. L'élite des légions siébiennes. Jour après jour, notre régiment a marché pour rejoindre la pointe sud. Puis nuit après nuit, pendant les 4 semaines que ça nous a pris, je leur ai montré à se battre. Pas un bootcamp expéditif de conscription, là. Un vrai training à la fongienne. Pour qu'ils puissent attaquer comme du monde. Le petit gars nous a même développé des tactiques de combat qui utilisent les avantages de leurs modestes espèces pour mieux me backer. C'est lui qui a eu le flash de me mettre en formation serrée avec les carapacés, ceux qui peuvent garder leur souffle, pour que je puisse disperser mes sports sans endormir mes partners. Puis il a dû miser gros pied 7 contre la caporale parce qu'il a réussi à nous avoir une bébête à elle, tireuse d'élite, pour qu'elle vienne montrer à nos tarlas à lancer le javelot. C'est un petit wise, le fureton. Il m'en apprend chaque jour.
Je l'appelle maître en joke. C'est ironique parce que j'ai 1000 ans de plus que lui. À travers tout ça, j'ai décidé, j'ai essayé de garder mon identité secrète. Mais fouille-moi comment ça a fini par se savoir. Je peux pas passer un jour sans que mes chétifs me supplient de raconter les exploits de mes anciennes vies. Puis moi, magnanime comme je suis, je les honore toujours d'une histoire. Comme j'étais en train de faire avec toi, Tribun. J'ai remarqué que mon centurion et mon légat n'ont pas encore écrit à Capitale, fait que je me suis dit qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Je peux pas trop leur en vouloir. Un hamster encore aux couches puis un bourdon né de la dernière mielée. Même pas capable de clipper leur cnémide du seul. Il leur faut des assistants. Pas comme le colonel de ma légion. Ah, ça non. Un trompu, à faux. La peau comme du roc, les jambes comme des banians. Tout un commandant, je dois dire. On a rejoint la Légion à Pointe-Sud, jour-aube de semaine-soir. On était des derniers, suivis de près par un régiment de bossus puis de rongeurs. Le 25e régiment est finalement arrivé de l'Oy-Auxerre cet après-midi. Des bébites souterraines puis plus de bébites à elles. Avec eux, ça fait une légion complète. Le petit gars arrête pas de répéter que c'est pas assez, que l'Empire sous-estime les rampeux, mais il sait pas de quoi il parle, pauvre petit pit. Il pense que notre légion est formée de 3125 soldats. Mais il est d'un patate. Notre légion, c'est 3100 laquais, 24 héros underdog, puis un Fongus, champion éternel, fort de 100 guerres puis 100 famines. Le colonel a lancé l'ordre tout à l'heure. On décampe à minuit, paré pour attaquer un premier village aux premières lueurs. Moi, je dis, on reprend Raochial en une semaine, on est aux portes de Fanassis pour la nouvelle année, puis dans un mois, on assiège Sirangfi. Parole de Fongus. Ha! De rien. Ah, le Fongus. Cacheté par le bureau du tribun et lourmourde, J5, S4, M1, A4, L2, C20, R de Sieb. Traduit de l'Irial par le Journaux. Quel miracle, ce Fongus. Quel miracle! Quel cadeau précieux. Ah oui, hein? Protéger le Fongus à tout prix. Est-ce que tu aimes le Fongus? Oui, je l'aime, mais je le connaissais déjà un peu, le Fongus. Sais-tu quoi? Le Fongus et le crossover de Valterreur et, ouais, c'est vrai. Et Gadin. Oui, J'avais même pas pensé quand j'ai écrit le texte. Fait que pour expliquer pour les auditeuristes. Ouais, j'avais fait une campagne de type West Marches et ton personnage, c'était un myconide qui s'appelait... Le Fongus. Mais il s'appelait pas K. Non, il y avait un nom que... Le Fongus. Je pense que j'avais jamais dit son nom. J'avais dit qu'il existait son nom, mais je l'avais jamais nommé. Et il y avait à peu près la même gimmick d'être vraiment imbu de lui-même puis de dire qu'il était la réincarnation d'un guerrier légendaire. Puis... Gimmick ou c'est la vérité? Ben, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. J'ai écrit est-ce que le Fongus se réincarne vraiment? Dans ma démiurgie, dans mon... Ouais, dans ton canon, est-ce que c'est quelque chose que les fongiens font? Ben c'est ça l'affaire. C'est que pour moi, le règne animal puis le règne fongique ne fonctionnent pas sous les mêmes règles. Puis la reproduction... chez les champignons, c'est différent, tu sais. Puis les champignons, comme certains animaux, se clonent parfois. Mais les champignons, ça ressemble vraiment plus à du clonage de sa propre structure qu'à de la reproduction telle qu'on est habitué de voir. Fait que je joue un peu avec ça en me disant, ben moi, mes fongiens, c'est plus comme un peuple constant qui réexiste puis réexiste à travers des je sais pas comment appeler ça. Différentes itérations. Des boutures. Ah, OK, ouais. Non, mais tu sais, des différentes itérations de eux-mêmes. Ouais. Fait que je laisse aller le fait que la réincarnation, elle est vraie, elle est canon, mais peut-être pas dans un sens très spirituel. OK. Pour lui, c'est juste, ça fait 52 fois qu'il vit à travers des itérations différentes, puis il sait que c'est lui, puis il le sent. Les autres fongiens aussi. Tout le monde fait ça chez les fongiens. L'affaire qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est pas le fait que ça soit vrai ou pas vrai, c'est le fait que pour les impériaux ou pour tous les autres habitants de Gadin, qui sont tous des animaux, c'est une affaire qu'ils comprennent fuck all, puis que c'est complètement mystique pour eux, cette patente-là. Mais c'est complètement mystique ou ils s'entorchent? Ils s'entorchent aussi, Ah, parce que ça, okay. j'ai déjà établi, là, mes fongiens sont très isolationnistes. OK. Il y a des forêts
partout dans Gadin, dans l'Empire Sieb, il y a des forêts un peu fangorn, là, un peu comme recluses. Puis mes fongiens, c'est comme des ents. Ils existent, sont là. Tout le monde reconnaît qu'ils existent, mais on s'en fout parce qu'ils participent pas vraiment aux guerres de conquête. Ils participent pas vraiment. Ils n'ont pas de ressources que les gens veulent absolument. Puis, fait qu'ils sont un peu outsiders, même s'ils sont dans des poches d'existence dans l'Empire. Fait que c'est une vue assez rare de voir un fongien se joindre à l'armée impériale. Puis, ben, je pense qu'il y a des fongiens qui font partie de l'armée puis qui sont des gens un peu quelconques. Ils n'ont pas toute la personnalité de... C'est que lui est particulier. Là. Lui, c'est le grand héros de son village. Puis, c'est le héros de son village depuis des millénaires, à l'écouter parler. Ouais. C'est tout le temps ça, c'est que c'est à l'écouter parler. C'est à l'écouter parler beaucoup. Là. Mais je le présente vraiment avec une compétence martiale réelle. Ça, je pense pas qu'il ment là-dessus, qu'il est capable de lancer un javelot direct dans l'épaule du gars. Je pense qu'il l'a fait pour vrai. Mais il pourrait nous mentir tout le long aussi. Il fait juste... OK, toi, tu vois un exploit. Non, moi, je vois de l'abus. Oui, c'est de la... Non, j'ai dit compétence martiale. Ah oui, okay. J'ai pas dit des hauts faits vraiment utiles à tout le monde. Non, parce que quel trou de cul, là. D'arriver et de juste comme blesser quelqu'un de son unité pour prouver qu'ils sont pas prêts. Je pense que lui, c'est pas pour prouver, c'est pour tester. Comme... Dans le fond, lui, il pensait que la personne allait se tasser. Là. Ouais, que genre, on est des guerriers. Là. Fait que là, regarde, je te lance mon javelot, tu te tasses, là, c'est bonne guerre. Là, toi, tu viens m'attaquer, je vais me tasser. Puis c'est de même qu'on communique. Moi, je trouve ça super important comme passage parce que ça l'établit qu'il vit pas sur les mêmes attentes que les autres. Non, il est dans une autre société puis il fonctionne pas sur les mêmes règles. Fait que ça, de le faire créer un genre de situation, comme de créer un malaise, là, d'être complètement mésadapté, je trouve que ça définit, ça nous illustre bien comment tes fongiens vivent d'une autre façon. Ils sont exotiques dans ton monde. T'sais. Ouais. J'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure, que les gens s'en calissent. Parce que c'est de l'exotisme, mais c'est exotique au sens le plus de base, mais le citoyen moyen de l'Empire, il pense jamais. Il n'y a pas beaucoup de mysticisme, genre « Oh, c'est tellement drôle et spécial et bizarre, un fongien, wow, j'imagine la vie quand t'es fongien. » Non, le furet moyen fait comme « Ah oui, les champignons là, qui parlent, ouais, c'est des weirdos, puis sont dégueulasses. » Puis ça s'arrête là, tu sais. On parlait dans ma création sur les technologies, tu sais, de qu'est-ce que ça fait pour des gens, pour un groupe de personnes, de vivre éternellement, tu sais. Ouais. Puis le fait qu'ils les traitent d'immortels, puis qu'ils ramènent tout le temps que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai 1000 ans, puis... je trouve que c'est comme fertile à plein de tropes narratifs de juste comme avoir du monde qui peuvent se réincarner, entre guillemets, ou se cloner par reproduction, puis maintenir un genre de bagage de mémoire, puis de... Ouais. Ben, j'essaie, je l'ai pas beaucoup désigné, mais dans ma tête, les fongiens, quand ils renaissent, là, quand c'est comme une nouvelle itération, une nouvelle réincarnation, si tu veux, il y a tout ce processus-là, peut-être un peu inspiré des traditions bouddhistes, là, mais l'enfant, il n'est pas au courant, là, un moment donné, il reconnecte avec ses anciennes vies, mettons à l'adolescence. Fait que ça reste qu'un enfant fongien, c'est comme un enfant n'importe quoi. Mais un moment donné, tu as un moment, rite de passage dans ta société, tu es comme introduit à comprendre qui t'es, toi, dans la société. Fait que si on imagine que tout ça est inventé puis qu'il n'existe pas de réincarnation puis tout ça, c'est juste culturel et social, c'est que, dans le fond, le fungus, c'est un rôle social. Puis lui, il a été assigné à ce rôle-là un moment donné, puis il l'embrasse. Tu comprends? Comme le Dalai Lama, genre? Comme le Dalai Lama. Ben là, tu es en train de dire au micro que le Dalai Lama n'est pas vraiment une réincarnation. Non, je veux juste être sûr que c'est ça que tu as dit. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça se peut que ça soit juste culturel, puis qu'il se fait dire, ben toi, t'es le fungus, puis il fait comme, OK, je suis le fungus. Il peut y avoir plein de versions de ça, mais du côté canon, moi, je dis, oui, c'est vraiment une réincarnation. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il y en a eu plein d'autres des boutures, le fungus, puis il y en a plein d'autres fungus partout. C'est ma prochaine question. Ben, c'est ça.
il peut-tu avoir 2 fungus? Je sais pas, j'ai pas vraiment exploré mes fongiens assez, mais tu vois la question... Avec la même personnalité. Là. Oui, la question, elle me flotte dans la tête. Là. Je sais pas quoi faire avec, mais elle est là. À un moment donné, je vais la traiter. Il y a un désintérêt, j'imagine, des fongiens pour... Normalement, il y a un désintérêt de la part des fongiens pour la vie impériale. Puis, Ah oui, ça les intéresse zéro. Parce que s'il y avait la capacité de juste cloner des fungus puis faire une armée de fungus, il atteindrait une supériorité militaire assez rapidement. Ben, juste que, pour moi, leurs forêts sont protégées par le simple fait qu'il y a ils font des sports qui peuvent endormir n'importe qui essaie de rentrer dans la forêt. Fait que ça s'arrête là. Ils font comme, vous rentrez pas dans notre forêt. Puis si vous rentrez, vous vous endormez, puis on vous mange, on vous tue, ou on vous fait réapparaître chez vous, vous réveillez au coin de la rue, je m'en fous, mais vous rentrez pas dans ma forêt. Fait que le fungus, lui, qui s'en va s'enrôler, qui devient légionnaire. Je peux peut-être parler un peu de mon point de vue dans mon texte, mais je me suis dit, je veux raconter cette partie-là de l'histoire où la guerre a été déclarée, puis là, il y a des troupes qui vont au front. Mais le légionnaire que je mets en scène, je veux qu'il soit intéressant. Fait que j'ai vraiment rushé à écrire ce texte-là parce que dans les dernières 2 semaines, j'étais comme, je veux juste raconter l'histoire d'un légionnaire, mais je sais pas qui prendre, je sais pas quel profil. Puis j'ai regardé mes autres créations pour Comme du monde. Puis chaque lettre au tribun a été écrite par un peuple, un membre d'un sentient, d'un peuple de plébéiens différents. Okay. Puis les seuls plébéiens que j'avais pas couverts, c'était les fongiens. J'avais jamais mis en place une voix fongienne. On a eu dans l'ordre une camélienne, un formicien, une corvienne, j'essaie de m'en rappeler, mais un blatien qui veut devenir plèbe. Une tortue. Les coquerelles sont même pas. Puis après ça, une chélonienne ou une tortue. Fait que pour avoir je les ai tout dit, je sais pas. Mais tu m'avais pas dit que tu avais 25. Ouais, mais les plébéiens, les peuples... Fait que dans le fond, il y a trois grandes castes, si tu veux. Les patriciens, c'est les peuples qui ont le pouvoir de l'Empire. Les plébéiens, c'est les peuples qui sont les sous-classes, la sous-classe de l'Empire. Puis les pérégrins, que j'appelle, c'est ceux qui n'ont pas rapport. Les hors-castes qui habitent ailleurs dans le monde ou qui se pointent puis qui ne sont pas considérés comme des vrais. Puis souvent, eux sont faits esclaves. Fait que les serpents, c'est des plébéiens. Les serpents sont des plébéiens. C'est des plébéiens séparatistes, mais des plébéiens quand même. Exactement, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Ils veulent se briser de l'Empire. La dernière lettre qu'on avait, c'était une loyaliste serpentienne. Fait que j'avais couvert toute ma plèbe, sauf mes champignons. Ça veut-tu dire que la prochaine fois, tu vas visiter une autre caste? Je sais pas. Oui, sûrement. Je vais aller entendre ce que d'autres mondes ont à dire, peut-être. Ou peut-être que je me fais juste me promener. Mais là, je suis content d'avoir fait un peu une vision de chaque peuple. Absolument. Chaque peuple de la plèbe. Parce que ça reste des lettres au tribun. Fait que des lettres au tribun de la plèbe doivent être écrites par des plébéiens pour que ça ait du sens. J'avoue. OK. J'ai d'autres petits commentaires. Ouais. Les sandales, c'est les sandales de ton mustélien de ton premier texte. Oui, c'est des sandales magiques. Je trouve ça le fun. Il s'adapte à ses vols. Il est comme genre, wow, ils sont tellement confortables. Hey, le gars qui a fait ces sandales-là, il mérite une médaille. La plumée noire, c'est Kafi. Ouais, c'est sa caporale. Fac, j'ai écrit oups, là, quand il dit le colonel a lancé l'ordre tout à l'heure, on décampe à minuit. Paris pour attaquer un premier village aux premières lueurs. Moi, je dis qu'on reprend Hovixal, je sais pas comment tu dis. Raochial. En une semaine, on est aux portes de Phanassis pour la nouvelle année, puis dans un mois, on assiège Siranfi. Oups. Oups, hein? Fait que tu l'as vu, là, que genre, c'est pas ça pantoute qui va se passer. La caporale va se faire capturer à un moment donné, puis va vendre la mèche pour le débarquement. Oui, il va y avoir un débarquement à Raochial, mais lui, il ne parle même pas du débarquement. Raochial, c'est la région que l'Empire essaye de reprendre. OK. Puis elle va se faire capturer. Fait qu'on peut imaginer que les Serpentiens sont préparés à l'attaque que le Fungus dit « Ils sont pas prêts pour nous autres! Ouais, hein? » c'est ça. Puis ils sont très bien préparés parce qu'ils vont réussir à capturer la caporale dans cet affrontement-là. Est-ce que le Fungus meurt dans cet affrontement-là? Est-ce qu'il s'enfuit? Est-ce qu'il est capturé aussi? Là, on ne sait pas. Mais s'il se fait capturer, le Fungus, il peut compter sur le fait qu'il va être cloné puis revenir, tu sais? Ou... Il y a peut-être juste déjà des petits bouts de Fungus qui attendent dans la forêt puis qui vont grandir puis qui vont se faire réassigner le rôle de Fungus. Là, mais, j'aime ça. Mais c'est ça. Fait que le Fungus est un peu blindé. Là. Il va toujours exister. On ne pourra jamais se débarrasser de Leroy Jenkins. C'est vrai, c'est le Leroy Jenkins de mon empire.
Puis ouais, c'est ça. Puis lui, ben, il est tellement déconnecté de c'est quoi les réalités impériales puis les autres espèces qu'il n'est pas capable de nommer un seul animal. Il y a des bébites à ailes, des bébites souterraines, il y a un trompu, il y a de la misère à savoir c'est quoi qui est quoi. D'ailleurs, ton éléphant à faux, là, Ouais. le trompu à faux, c'est-tu ce qui se bat avec une faux? Il se bat avec une faux de combat. J'imagine un peu comme un guandao chinois, là, une grande un bâton lame. avec un... Ouais, un polearm là, avec une faux à la fin. Est-ce que c'est... Parce qu'il met l'accent sur le fait qu'ils sont pas juste des soldats. Il y a 24 héros underdog puis un fungus, donc 25. Ouais, il dit dans le fond qu'il a bien formé son escadron. Tu sais, il dit, genre, notre légion, c'est 3125 personnes. C'est une légion. Puis il dit, en fait, c'est 3100 laquais, 24 très bons soldats, puis un fucking fungus. Mais, parce que il veut juste se mettre de l'avant là-dedans. Ben, pas juste lui, mais quand même les autres de l'avant. Puis là, on a un éléphant qui se bat avec une faux, là, qui est juste comme vraiment cool. Ouais. Puis on a un furet qui se fait appeler maître. Ouais. Est-ce que tu es en train de mettre en place une genre d'unité Rogue One? Là, ouais. Oui, son escadron à lui, j'ai le goût de le... Tu sais, plus j'écrivais, plus j'étais comme, ah oui, fait qu'il a formé sa gang. On va avoir un peu, tu dis Rogue One, ou, tu sais, une unité intéressante, un groupe de Freedom Fighters, peut-être qui se ramasse en guerre de guérilla en plein milieu de Raoshial, puis qui est en réponse aux Serpentiens, qui réussissent à sauver d'un camp de Serpentiens, peut-être qui sauvent Raffi, leur ancienne caporale. Je sais pas, tu sais. Mais j'ai mis des trucs en place pour me donner l'option de faire une affaire de même si jamais l'envie m'en prend. Je trouve que c'est le fun. Ça peut amener un autre type de narrativité dans l'univers que juste du monde qui écrive au tribun. Mais je sais pas à quel point j'ai le goût d'y aller, là. Ça dépend si j'ai quelque chose à dire. Ben moi, en le lisant, en tout cas, ça piquait ma curiosité, puis j'aurais suivi C'est sûr que 25, c'est un gros nombre pour dire que genre ils ont toute leur personnalité. Peut-être qu'il n'y a pas 25 qui survivent à ce premier combat-là. Puis après ça, sont le Suicide Squad. Exact. Mais moi, c'était ce feel-là. Mieux écrit que... mais oui, c'est ça, je trouve ça cool de mettre ça parce que je voulais pas parler... je voulais pas faire une histoire... dans Gadin, je voulais pas raconter des scènes d'action puis une histoire de shonen. Tu sais, je voulais pas aller là. Mais là, on dirait que le fungus m'amène là. Je sais comment je vais peut-être l'essayer. Là. Mm-hmm. Même le fungus pourrait absolument mourir dans cet affrontement-là puis juste revenir un autre fungus qui a la même attitude. Ça, c'est Groot. Ouais. C'est ça, là. C'est vrai, c'est le même genre de procédé que j'applique à pour moi, le fungus, c'est exactement comme Groot, en fait. Mais avec l'attitude à Drax. C'est ce que j'allais dire. Yes! OK, fait que je fais juste plagier, on va le dire. Mais je m'en rends compte une fois que j'ai lu mon texte. Hey, c'est comme si tu regardais pas ta main pendant qu'elle écrit, puis tu es surpris de voir wow, c'est vraiment cool ce que j'ai écrit. Ouais, mais non, puis tu m'avais, là, confidence, mais tu m'avais dit que tu avais de la difficulté à l'écrire, ce texte-là. Ah ouais. Puis, je savais pas par où commencer. Quand j'ai trouvé que c'était le fungus, c'est ça l'affaire. J'ai déjà joué le personnage du fungus, puis je le jouais à ta table de jeu. Je trouvais ça le fun à jouer. Il y avait une attitude vraiment chiante, mais vraiment, comme en même temps, c'est tellement naïf que tu peux facilement lui pardonner d'être de même. T'sais. Il est plein de bonne volonté, mais... Fait que le fungus, il y avait une habitude en jeu que j'ai repris, moi, quand je faisais des personnages qui étaient un peu excentriques, des personnages qui étaient comme... qui étaient des gens de l'extérieur. Et c'était avoir un calepin. Puis là, quand tu as une interaction avec un personnage qui se passe pas comme tu le voulais, ou tu as demandé... là, tu ouvrais ton calepin puis tu prenais des notes. C'est comme, OK, bon. Puis là, tu nommais le personnage, puis tu écris dans ton calepin, puis là, la personne est comme à table, puis comme, qu'est-ce que tu écris dans ton cahier? Ah, rien. Puis là, tu fermais ton cahier, puis on savait pas ce que tu avais écrit dans ton cahier. Mais c'est comme si tu écrivais, genre, le nom des personnages, puis tu leur donnais une note. Oui. C'était vraiment ça, en fait. C'était un compte. Tu sais, je faisais des lignes, là, ouais. 1, 2, 3, 4, puis tu barres, là. Ouais. Puis c'était un compte de genre, toi, t'as tant de passe-droit, puis quand tu brises ça, je te tue. Mais cette idée-là du calepin que tu laisses pas voir aux autres joueurs, c'est vraiment un bon flash. Puis j'étais vraiment content de retrouver le fungus quand j'ai lu ce texte-là. Puis ça paraît pas que tu as eu de la difficulté à l'écrire. Merci, c'est gentil. C'est le fun. Je trouve que tu as des beaux retours en arrière. Les sandales, Café, le fait que ça se passe un peu avant le conflit. Qu'est-ce que tu penses du personnage du maître? Fait que
moi, j'ai des informations privilégiées sur Gadin. Là. J'ai l'impression que ce furet-là, c'est le furet. Uh-huh. Fait que... Je sais pas. Je sais pas si tu veux en parler, je sais pas si tu veux me le confirmer ou me l'infirmer, mais dans ton roman, il y a un bout de Gadin. Je sais pas s'il est passé... S'il est encore là, dans la forme actuelle de ton... Oui, non, il y a une présence de Gadin dans mon roman. OK. Puis dans mon roman, il y a un personnage de furet. Un personnage qu'on n'a pas encore vu dans Comme du monde, toi puis moi. Non. Puis oui, c'est lui. Ah, cool, c'est OK. lui. Je n'osais pas en parler parce que je voulais pas spoil. Non, c'est correct. Je pense pas que c'est un gros spoiler. En fait, c'est un peu un spawn publicitaire que je suis en train de faire parce que je me suis dit, ce mois-ci, je sors mon roman. Fait que ce mois-ci, le personnage de furet dans mon roman, je l'amène à Comme du monde. Puis je savais pas comment l'amener exactement, mais ça faisait longtemps que je savais qu'il était légionnaire. Tellement habile. Ce personnage-là a été légionnaire dans le conflit des bifidistes, là, de sécession des serpents. Fait que j'étais comme, il est là, il est avec le fungus. Moi, je l'ai vu en scène dans ton roman, il fait un discours au Sénat, ça se peut-tu? Oui, mais là, tu commences à divulgacher. OK, la semaine prochaine, on commence un nouveau cycle. Ouais, écoute, j'ai le feeling là, qu'on va finir par parler de langue. Ça s'en vient, l'idéolangue. Ben là, on va brasser le dé. Là. Il reste juste 2 options, c'est civilisation ou linguistique. Fait que bonne chance. Ça va être Julien. un des deux. Un des deux, littéralement. Littéralement un des deux. OK, mais bonne semaine, Joël. Bonne semaine, Julien. Bye. Bye. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au commedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.